Ce soir, en attendant la mise à jour économique de la ministre Chrystia Freeland jeudi, les attentes sont élevées à Ottawa. Le point avec notre panel de députés. Crise en Haïti, quelle aide le Canada peut-il fournir? L'avis de Gilles Rivard, ancien ambassadeur du Canada dans ce pays. Ottawa pressé de s'engager vers les établissements postsecondaires en milieu minoritaire. L'analyse de notre panel d'Est en Ouest. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Les attentes sont élevées en prévision de la mise à jour économique qui sera présentée jeudi à Ottawa par la ministre des Finances, Chrystia Freeland. Le Bloc québécois revient à la charge pour qu'Ottawa s'engage à augmenter les paiements de transfert en santé aux provinces, tandis que le chef conservateur Pierre Poilievre demande un gel des taxes et des impôts et continue d'accuser le gouvernement Trudeau d'être responsable de l'inflation au pays. Voici un extrait des échanges aux communes. Le 500 milliards de dollars de déficit inflationniste a causé un taux d'inflation le plus élevé depuis 40 ans. Maintenant, les Canadiens coupent leur nourriture pour pouvoir payer leurs épiceries et les gens de 35 ans vivent dans le sous-sol de leurs parents. La mise à jour économique donne l'occasion du gouvernement à renverser les politiques qui a causé cette crise. Mais n'est-il pas ironique que les gestes que le gouvernement va devoir prendre pour s'adresser à cette crise, ça va être de renverser 100% ce qu'ils ont fait depuis 7 ans. L'honorable ministre du Tourisme. Monsieur le Président, pour l'inflation, nous avons un plan concret. Réduire les frais de garde pour les familles, doubler le crédit pour la TPS, donner un supplément unique de 500 $ pour le logement et offrir un soutien dentaire pour 500 000 jeunes enfants. Monsieur le Président, ce qui est ironique, et quand ils ont eu l'occasion de voter pour les Canadiens, ils ont voté contre. Et pour discuter justement des demandes des différents partis à l'égard de cet énoncé économique de la ministre Freeland, je retrouve notre panel de députés. Pour les libéraux, Sean Casey, pour les conservateurs, Richard Martel, pour le Bloc québécois, Jean-Denis Garon et pour le NPD, Alexandre Boulris. Panel masculin ce soir. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir. Bonsoir. Sean Casey, je commence avec vous des libéraux parce que, bon, on est en pleine crise de l'inflation. Les ménages canadiens, on le sait, sont pris à la gorge. La ministre Freeland a déjà prévenu que le gouvernement ne pourra pas aider tout le monde. À quoi les Canadiens peuvent-ils raisonnablement s'attendre de votre gouvernement jeudi? Ils peuvent s'attendre à ce qu'on va continuer à bâtir une économie qui va fonctionner pour tout le monde. Ils peuvent entendre qu'on va continuer à aider les moins nantis, comme on a fait avec notre décision de doubler la prestation pour le TPS. On a introduit le projet de loi C-31 qui est maintenant dans le Sénat pour aider les locataires à faible revenu et aussi des familles avec le soin dentaire. Donc, on va continuer à aider les moins nantis, mais vraiment, le but est de construire une économie qui fonctionne pour tout le monde. Oui. Du côté des conservateurs, Richard Martel, votre chef Pierre Poilievre a fait parvenir une lettre à la ministre des Finances en fin de semaine pour lui demander de geler les impôts, geler les taxes, dont la taxe sur le carbone. Vous demandez qu'on gèle aussi toute nouvelle dépense. Est-ce qu'au contraire, c'est pas le temps d'aider les plus défavorisés, ceux qui ont de la difficulté là, à payer leur épicerie? Au cours du dernier mois, 1,5 million de gens ont eu affaire avec les banques alimentaires, absolument. Alors, puis ça, c'est une hausse de 35% depuis 2019. Alors, les gens ont besoin de respirer. Les gens ont de la difficulté à arriver, ils ont de la difficulté à payer leur hypothèque, puis l'inflation monte en flèche. Le gouvernement libéral a dépensé, durant la pandémie, 500 milliards de dollars. Savez-vous que la moitié de ces dépenses-là ne sont pas justifiées? On ne sait pas où est allé l'argent. Alors, à un moment donné, on demande au gouvernement de geler, de ne pas hausser les taxes et les impôts, de ne pas hausser non plus la taxe carbone, puis aussi les charges sociales qui veulent augmenter le 1er janvier. On ne veut pas. À l'inverse, complètement au NPD, Alexandre Boulris, bon, on sait que vous avez conclu une entente pour assurer la survie des libéraux minoritaires aux communes jusqu'en 2025. Qu'est-ce que ça va vous prendre, vous, dans la mise à jour économique de jeudi pour continuer justement à appuyer ce gouvernement?
Bien, on veut voir c'est quoi le plan de match, c'est quoi la stratégie du gouvernement. C'est pour ça que M. Singh a envoyé une lettre au premier ministre Trudeau là, pour demander des choses dans cet énoncé économique. Je pense que c'est important. On est peut-être à la veille d'une récession on s'est auto-infligé avec une hausse trop brutale puis subite des taux d'intérêt. Puis l'inflation, là, c'est pas créé parce que les gens, en ce moment, ils ont trop d'argent dans leur poche puis que le gouvernement il a trop dépensé. C'est créé en bonne partie par la cupidité puis l'avarice des grandes compagnies parce qu'on le voit, là, en ce moment, les profits augmentent 2 fois plus vite que l'inflation, puis les salaires ils augmentent 2 fois moins vite que l'inflation. Alors, il va falloir être capable de s'attaquer aux profits excessifs des grandes compagnies, mais également d'avoir une vraie réforme d'assurance-emploi, parce que s'il y a des pertes d'emploi qui s'en viennent, on ne peut pas compter sur le vieux programme des conservateurs maintenus par les libéraux où la majorité des travailleurs et des travailleuses n'ont pas accès à des prestations. C'est le genre de choses qu'on veut voir dans l'énoncé jeudi. Au Bloc québécois, maintenant, Jean-Denis Ygaron, vous, ce que vous voulez voir dans l'énoncé de jeudi, ça demeure votre principale demande, finalement, les hausses de transferts en santé vers les provinces. Aujourd'hui, vous avez reproché au gouvernement de faire du chantage sur le dos des malades parce qu'il refuse, ce gouvernement, de tenir une rencontre fédérale provinciale pour discuter des transferts en santé. Qu'est-ce que vous voulez dire au juste par faire du chantage sur le dos des malades? Bien, il y a d'abord ça, Mme Bégin, il y a la question des transferts en santé. Il y a 10 premiers ministres des provinces qui demandent des transferts inconditionnels et le gouvernement essaie de trouver des subterfuges pour le refuser. Maintenant, si je peux me permettre de parler de la mise à jour économique, écoutez, là, au dernier budget, là, il n'y avait ni le mot inflation, ni le mot récession dans ce budget-là. Alors, c'est pas une surprise qu'aujourd'hui, on a un gouvernement qui navigue à vue avec toutes sortes de petites mesures mal faites. On l'a vu avec C30, C31. À ça, ajouter le fait qu'on a une ministre des Finances aux États-Unis qui contredit le premier ministre ici, qui contredit le ministre de l'Environnement qui défend des projets pétroliers. En plus de ta petite semaine, il n'y a même plus de pilote dans l'avion. Alors nous, le message qu'on va marteler, c'est le suivant. À l'approche d'une récession qui est hautement probable, le rôle fondamental du gouvernement, c'est de stabiliser l'économie. Le principal stabilisateur de l'économie, c'est un système d'assurance-emploi qui fonctionne, qui est accessible, où il n'y a pas de trou noir, où on a un nombre d'heures de qualification qui a de l'allure et on le demande depuis des années et le gouvernement se refuse de le faire. Le deuxième pilier, ce sont les aînés qui sont fortement frappés par la crise inflationniste et qui vivent sur des revenus fixes. Alors, nous, ce n'est pas une surprise. On demande à ce que les aînés de 65 à 75 ans, qui, je le rappelle, ont travaillé toute leur vie pour avoir le droit à leur chèque de pension, que ces gens-là soient traités équitablement par rapport aux autres aînés. Et ça vient dans le grand rôle de stabilisation du gouvernement. Il faut qu'Ottawa revienne aux fondamentaux, arrête aux provinces de dire aux provinces quoi faire, arrête de se lancer dans toutes sortes de mesurettes et que Ottawa commence à faire son travail, le travail de base qu'il doit faire. Et ça a été oublié au cours des dernières années, ça. Donc, assurance-emploi et aînés, transfert en santé également? Non, absolument. Le transfert en santé, les transferts en santé, c'est central. On l'a vu pendant la pandémie, les systèmes de santé craquent de partout. C'est le principal service offert par le Québec et par les provinces aux citoyens. Donc, c'est de base. Alors, on ne peut plus accepter ce constat-là que les provinces sont mal financées, qu'Ottawa n'a pas un rôle urgent à jouer ou qu'Ottawa doit dire aux provinces quoi faire. Ottawa gère à peu près aucun hôpital et n'a jamais été dans ces opérations de terrain-là. Alors, c'est une évidence et nous, on espère qu'à un moment donné, le gouvernement fédéral, M. Trudeau, vont voir un peu la lumière et vont se rendre à l'évidence que les provinces ont besoin de financement stable, prévisible, inconditionnel et substantiel. Sean Casey, des libéraux, je retourne à vous. On vient d'entendre M. Garon, l'assurance-emploi, les aînés, mais aussi les transferts en santé parce que, comme le dit le Bloc, le système de santé est en crise au sortir de cette pandémie. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ça se retrouve dans l'énoncé économique de jeudi? Sur l'assurance chômage, j'en doute parce qu'il y a une modernisation qui est en vigueur maintenant. Il y a des consultations qui sont lieu partout au Canada. C'est dans la lettre de mandat de la ministre Qualtrough. Donc, il y aura une modernisation de programme d'assurance chômage, sans doute, mais pas cette semaine. Ça, c'est la première réponse. Envers les aînés, il y a beaucoup d'aînés, à peu près une moitié, qui vont profiter de notre décision de doubler le rabat pour le TPS. Il y a un autre grand nombre qui vont profiter de notre aide pour les locataires moins nantis.
Donc, il y a un peu d'aide là maintenant, mais on va continuer. On va continuer à aider ceux qui sont le plus affectés, ceux qui sont le plus vulnérables. C'est ça qu'on fait. Nous ne croyons pas dans l'austérité. On a vu ça surtout dans ma région et ça ce n'est pas notre idéologie, ça ce n'est pas une bonne stratégie pour faire accroître l'économie. Oui. Richard Martel des conservateurs, je veux revenir avec vous parce que vous demandez, je le disais d'entrée de jeu, le gel la taxe carbone. Bon, on sait que la semaine prochaine, c'est la COP27 là, sur l'environnement et les changements climatiques. Est-ce que, alors que, évidemment, l'environnement, la lutte au changement climatique, c'est l'enjeu de l'heure, est-ce que l'inflation, c'est une raison pour en faire moins, pour lutter contre les changements climatiques? On sait tous et toutes que c'est important, les changements climatiques, bien sûr. Là, présentement, les gens ont besoin de respirer. Au niveau des finances, tout le monde est serré. Comme je vous dis, ça va coûter 6 000 $ pour cette année pour payer leur hypothèque, 6 000 $ de plus. Puis je me souviens qu'en 2015, ce gouvernement-là a commencé à dépenser dès le début. Ensuite de ça, il nous disait qu'il voulait stimuler l'économie, puis il investissait dans l'économie, mais l'économie allait bien. Alors, il n'y avait aucunement besoin d'investir à ce moment-là. Puis nous autres, on disait comment ça, qui garoche de l'argent comme ça? Tantôt, on va avoir des périodes plus difficiles, puis là, on va avoir besoin du gouvernement. Ensuite de ça, il faut créer de la richesse, puis de plus en plus, nos investisseurs étrangers ne veulent pas venir investir ici. Alors, à un moment donné, dépense après dépense, on veut absolument que ce gouvernement-là contrôle leurs dépenses. Durant la pandémie, Arrivcan nous a coûté une fortune, n'a pas été vraiment efficace. On a donné de l'argent à la PCU parce qu'on avait besoin de PCU à un moment donné, mais à un moment donné aussi, il fallait la contrôler. Ouais. Cette PCU-là, on en a donné aux prisonniers, on en a donné aux employés du gouvernement qui n'en avaient pas besoin, des subventions salariales, on en a donné à des entreprises qui n'en avaient pas besoin. Alors là, aujourd'hui, on est prêt avec une inflation qui fait mal. Bon, Alexandre Boulris, je vais finir avec vous. Il nous reste même pas 30 secondes. J'ai l'impression de me répéter quand je reçois en entrevue des gens du NPD. Est-ce que vous avez fait tout à l'heure votre liste de demandes en vue de l'énoncé de jeudi? Est-ce que votre formation politique pourrait finalement retirer son appui au gouvernement pour le maintenir en vie jusqu'en 2025 si vous n'avez pas ce que vous voulez dans l'énoncé de jeudi? C'est toujours une possibilité, hein? C'est pas un contrat ferme, on s'est pas marié. Il y a des conditions, il y a 27 choses qu'on a négociées. On a forcé les libéraux à doubler le crédit d'impôt sur la TPS. On a également les soins dentaires pour les enfants qui peuvent être remboursés dès cette année. L'année prochaine, les adolescents, les aînés. Mais c'est un ensemble. On veut voir un plan de match, on veut voir de l'action où on va être capable d'avoir le courage de s'attaquer aux grandes entreprises puis aux riches PDG qui font beaucoup d'argent sur le dos des gens en ce moment. C'est ce qu'on espère avoir jeudi avec cet énoncé économique. Alors, à suivre jeudi, on verra la réponse du NPD. Paul Casey, voilà. Richard Martel, Jean-Denis Garon et Alexandre Boulris, merci beaucoup. Merci. Merci. On revient ce soir sur la crise qui secoue Haïti et la réponse du gouvernement canadien. Depuis le mois de septembre, des groupes armés bloquent l'accès aux réserves de carburant dans le pays, ce qui cause une pénurie de produits essentiels et d'eau potable. Et comme si c'était pas assez, les Haïtiens sont confrontés à une éclosion de choléra. Le gouvernement haïtien, par intérim, gère un pays qui est plongé dans le chaos, et ce depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse au mois de juillet 2021. Alors, pour faire le point sur cette crise, je retrouve Gilles Rivard, qui est ex-ambassadeur du Canada en Haïti. Bonsoir, M. Rivard. Bonsoir, Mme Bégin. Ça me fait plaisir de vous rencontrer. C'est un plaisir de vous rencontrer également. Alors, lors de sa visite à Ottawa la semaine dernière, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a tenté de convaincre Mélanie Joly que le Canada prenne la tête d'une force d'intervention internationale à Haïti, qui soit comme le leader de cette force. Les deux pays affirment qu'il faut intervenir, mais s'entendent pas sur la manière de le faire. Qu'est-ce que le Canada, selon vous, doit faire pour venir en aide au peuple haïtien? En fait, la description que vous avez faite au départ est excellente. Je pense que ça décrit bien la réalité. Je pense que les États-Unis et le Canada, je devrais dire, ont une très bonne idée de ce qu'il faudrait faire, mais hésitent beaucoup compte tenu des expériences passées. Je vous donne un exemple très simple. La MINUSTA, la dernière mission des Nations unies pour la stabilisation en Haïti, est arrivée en 2004 et elle est partie en 2017. Alors, en Haïti, on sait toujours la date de notre arrivée, mais on ne connaît jamais la date de notre départ. Donc, ça explique un peu, disons, la réticence du Canada de s'engager. Les États-Unis seraient très heureux que le Canada prenne le leadership parce que
ils ont les mains pleines avec l'Ukraine, comme le Canada d'ailleurs. C'est ce qui affecte un peu l'attention qu'on peut accorder à Haïti. Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup qui a été fait. Il y a une mission de reconnaissance qui s'est rendue en Haïti la semaine dernière, qui est revenue en fin de semaine et qui devrait faire un rapport à Mme Joly. Mais personnellement, je doute fort qu'on envoie des ressources sur le terrain, c'est-à-dire policiers ou soldats, pour essayer de limiter la crise. Ouais. Je pense que ce sera fait d'une autre façon. Je m'excuse, allez-y. Non, parce qu'entre-temps, la ministre Joly souhaite mettre l'accent, pour le moment, du moins sur l'aide humanitaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est la chose à faire. Je pense qu'actuellement, le problème, vous avez bien décrit le choléra, les questions de choléra, les questions de problèmes d'accès aux terminaux pétroliers véreux et ainsi de suite, qui aggravent la situation en Haïti, et c'est toujours les plus pauvres qui paient le prix. Je pense que c'est la chose à faire. Assumer le leadership d'une coalition internationale, ça demande énormément d'efforts et ça demande beaucoup de temps. D'abord, on ne veut pas s'engager tout seul. Je suis certain que les Américains vont appuyer cet effort, mais ça prend d'autres pays. Les pays du CARICOM, ça reste à voir. Ce qu'il faut penser, c'est que si on envoie 100, 200 ou 300 militaires ou policiers, ça demande énormément de logistique, d'appui. Alors, s'il y a 300 policiers, ça demande des transports, ça demande du logement, ça demande énormément de choses. La coordination entre les pays qui pourraient participer demande énormément d'efforts. C'est pour ça que, d'habitude, ce genre d'intervention se fait sous le couvert des Nations unies par le biais d'une mission. Et actuellement, les Nations unies ne peuvent pas s'engager à ce sujet-là. Oui, parce qu'on sait que pour le moment, l'objectif premier du gouvernement canadien, c'est de trouver une façon de faire parvenir de l'aide aux Haïtiens qui manquent d'eau, qui manquent de nourriture, qui manquent de pétrole. Comment est-ce qu'on peut arriver à ça, justement? Bon, on peut le faire par le biais par l'envoi aérien de matériel, de vaccins contre le choléra et ainsi de suite. On peut appuyer les Nations unies financièrement pour qu'ils accroissent leur sécurité alentour des convois. On peut envoyer de l'assistance alimentaire, de l'aide alimentaire par le biais du Programme alimentaire mondial, encore une fois par aéroport, malgré que c'est préférable de les envoyer par bateau. Donc, il y a des choses qui peuvent être faites. Mais ce qui demande énormément d'efforts, c'est cet appui à long terme. Et comme je le mentionnais tout à l'heure, on sait quand ça commence, mais on ne sait jamais quand ça finit. Ouais. Et l'expérience passée est là pour la démontrer. Donc, vous dites quand même, il y a des choses qui peuvent être faites. Et si jamais une force d'intervention internationale composée de policiers et de militaires était déployée en Haïti, est-ce que le Canada pourrait en prendre la tête, pourrait agir comme leader de cette force? Je pense que le Canada n'est pas, puis là, je vous dis ça, mon opinion personnelle est sous toute réserve, je pense que le Canada n'est pas prêt à envoyer des policiers sur la ligne de front pour lutter avec la PNH, pour essayer de se débarrasser des gangs de rue. Puis imaginez la réaction au Canada si des policiers ou des soldats étaient tués lors d'affrontements. Je pense que si le Canada fait des choses, encore là, c'est mon opinion, je pense qu'on enverrait peut-être des conseillers sur la façon d'organiser des attaques, des stratégies d'affrontement pour permettre à la PNH de prendre le contrôle de la situation. On a envoyé des véhicules, on a envoyé des armes. Je ne pense pas qu'on a envoyé des armes. On a envoyé des véhicules, on a envoyé du matériel. Les États-Unis ont fait pareil. Je pense que la PNH a besoin d'un encadrement et je pense que ce serait ce genre de choses qu'on ferait à court terme. Envoyer des forces de combat en Haïti, honnêtement, je ne pense pas que c'est pour demain. Oui, parce que la semaine dernière, l'ambassadeur du Canada en Haïti, Sébastien Carrière, a déclaré que la solution à long terme aux problèmes de sécurité en Haïti, c'est le renforcement de la police nationale. Pour lui, ça passe par là. Vous êtes d'accord avec ça? Madame, pendant les années que j'étais en Haïti, on a dépensé des millions et des millions de dollars pour former la PNH, le système de justice et ainsi de suite. À un certain moment donné, la PNH était beaucoup plus opérationnelle qu'elle ne l'était aujourd'hui. Maintenant, la situation s'est dégradée, mais l'ambassadeur Carrière a entièrement raison. Et si je peux me permettre de rajouter quelque chose, allez-y. Une des choses que le Canada devrait faire, c'est exiger qu'une feuille de route pour la tenue d'élections soit mise en place. Parce qu'une force multinationale, c'est comme un diachylon sur une blessure qui ne veut pas guérir. Il faut que la gouvernance revienne en Haïti et ceci ne se fera qu'à travers des élections libres, démocratiques
et qui mettra en place un nouveau président, une nouvelle Chambre des députés et un nouveau Sénat. Tant que ceci ne sera pas fait, on enverra une force militaire ou de policiers pendant 1 an ou même pas 6 mois et il faudra recommencer plus tard. Il faut que ça se fasse en parallèle et c'est une solution haïtienne qui exige un engagement haïtien auquel la communauté internationale pourra apporter son appui. Ça me semble la chose la plus fondamentale à faire. Alors, le message est lancé. Il nous reste même pas 30 secondes. Je veux vous entendre en terminant sur les sanctions adoptées par le Conseil de sécurité contre les gangs de rue et ceux qui financent ces gangs de rue. Le Canada a joué un rôle clé quand même dans ces sanctions. À quel point, selon vous, ça va être efficace? Ça va donner des résultats? Bon, okay. Certains disent que c'est dérisoire. Je suis pas sûr que c'est dérisoire. Il y a beaucoup d'investissements par des gens d'affaires et des politiciens à l'étranger. Et je pense que c'est une mesure qui peut avoir un effet. Ce ne sera pas immédiat, mais je pense que ça peut produire des résultats. Et l'action du Canada, en ce sens, à mon avis, est la bienvenue, de concert avec les Américains et avec les Nations unies. Donc, peut-être efficace à long terme. Gilles Rivard, ex-ambassadeur du Canada en Haïti, merci beaucoup. Merci de vos lumières. Au revoir. Ça me fait plaisir, madame. Bonsoir. Merci, au revoir. Un nouveau rapport présenté la semaine dernière demande à Ottawa de doubler le financement des institutions postsecondaires en milieu minoritaire et de rendre ce financement permanent. Ça fait suite aux nombreuses crises qui ont ébranlé ces établissements. On pense notamment à la restructuration de l'Université Laurentienne à Sudbury, les problèmes du campus Saint-Jean à Edmonton avec le gouvernement albertain et aussi aux difficultés financières de l'Université Moncton au Nouveau-Brunswick. Alors, j'en discute avec notre panel d'Est en Ouest, Tom Urbaniak de l'Université du Cap-Breton, Nathalie Desrosiers au Collège Massey à Toronto et Frédéric Boily à l'Université de l'Alberta. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir, Estelle. Ottawa a donc alloué une enveloppe de 40 millions de dollars par année sur 3 ans destinée aux établissements francophones lors du budget 2021, mais le montant a par la suite été doublé, mais sans qu'Ottawa respecte sa promesse de continuer, de le rendre permanent. Frédéric, je vais commencer avec vous. Expliquez-nous d'abord à quel point les institutions postsecondaires en milieu minoritaire ont besoin de ce financement permanent. D'abord parce qu'on parle d'institutions de taille qui sont ou bien petites ou bien moyennes et que par conséquent, la question de la permanence du financement devient d'autant plus cruciale et encore plus cruciale que pour des institutions qui sont de grande taille. Et ça, c'est un élément extrêmement important parce que par la suite, cette difficulté à avoir du financement permanent a des conséquences, par exemple, lorsque vient le temps de prévoir les nouvelles infrastructures qui sont nécessaires pour assurer justement la pérennité de ces institutions. Et donc, s'il n'y a pas de permanence de financement, comment prévoir en matière d'infrastructures des développements, des fois, qui s'échelonnent sur plusieurs années, sinon parfois sur une décennie, et en même temps aussi pour la pénurie de personnel, parce que souvent, c'est le premier poste qui va être coupé lorsqu'il y a un déficit de financement, lorsqu'il y a des difficultés économiques, et ce qui fait en sorte qu'on assiste à des mises à pied, parfois temporaires, mais qui quand même ont des impacts plus grands que dans une grande institution. Donc, c'est définitivement très important. Nathalie, quand on double 40 millions, ça fait 80 millions de dollars. Est-ce que ça permettrait, 40 millions, d'assurer l'avenir des établissements postsecondaires francophones en milieu minoritaire? Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, certainement, c'est un pas dans la bonne direction. Il faut bien se rendre compte que c'est un investissement que le gouvernement fait. On sait que l'avenir économique du Canada va demander une main-d'œuvre qualifiée, mais une main-d'œuvre aussi qui va devoir se requalifier souvent. Et si le gouvernement fédéral veut, comme il le dit, avoir des communautés francophones fortes, stables, qui ont la capacité de bien contribuer à leur province, ben il faut qu'ils soient bien éduqués. Donc, je pense que c'est dans ce contexte-là qu'on peut voir que c'est un investissement qui mise pas seulement juste pour soutenir les communautés francophones en état minoritaire, mais aussi soutenir une grande stratégie fédérale d'avancement et de transformation de l'économie par une économie du savoir. Ouais. J'ajouterais aussi un autre aspect, on en a parlé il y a quelques semaines sur l'idée que cette nouvelle francophonie, ça va être une francophonie qui va devoir avoir beaucoup d'immigration. Et encore, les
les étudiants internationaux, c'est une forme d'immigration qui est très prisée. Et aussi, de la même façon, ça va être une question de validation de diplômes de gens qui viennent d'ailleurs, mais souvent une nouvelle qualification. Alors, est-ce que 80 millions, c'est assez? Ben, on n'a pas toutes les analyses là, pour vraiment le savoir. C'est un bon investissement. Il faut aussi se rappeler que ça ne veut pas dire que ça doit être un investissement d'appoint, si je peux. Oui, comme vous dites, il faut aller un petit peu plus vite. Là, je suis désolée. Comme vous dites, c'est à tout le moins un pas dans la bonne direction. Tom, la ministre responsable du dossier, c'est Ginette Petitpas-Taylor. Elle dit que modifier cette enveloppe-là, vraiment, c'est important. Mais elle refuse de dire quand cette promesse sera remplie. Est-ce que vous pensez que ça pourrait se retrouver dans la mise à jour économique qui va être présentée cette semaine, jeudi là, de cette semaine? Qu'est-ce que vous en pensez? J'espère que oui, mais j'ai mes craintes qu'on va être déçus le jeudi prochain. Il y a quelques problèmes ici. Tout d'abord, la promesse était très, très claire dans la plateforme libérale, mais le montant commence à être important, 80 millions de dollars, mais la répartition, l'allocation de cet argent-là est un peu délicat pour le gouvernement. Et on s'inscrit dedans aussi les institutions anglophones au Québec. Et quelle partie du gâteau auront ces institutions-là? Donc, il y a un dilemme au sein même du gouvernement. D'ailleurs, le gouvernement préfère à faire des annonces ici et là. On annonce quelque chose pour l'Université francophone de l'Ontario, pour une institution à Ottawa, pour l'Université de Moncton, et il y a une certaine célébration autour de chaque annonce. Et finalement, la ministre Petitpas-Taylor, elle est très dédiée au dossier, mais elle a une certaine réputation, et on parle ici en Acadie, ici en Atlantique de ça. Elle est aussi la ministre responsable pour l'Agence de promotion économique du Canada Atlantique, mais son poids au sein du cabinet est un peu faible ces jours-ci, malheureusement. Donc, il faudra voir s'il y a du nouveau relativement à ça dans la mise à jour économique de l'autre ministre, Mme Freeland, jeudi. Au total, le nouveau rapport qui est préparé par des organismes francophones et des institutions d'enseignement contient 32 recommandations, notamment de grossir les populations étudiantes en faisant mieux connaître les avantages d'étudier en français. Frédéric, je vais à vous. La question d'attirer davantage d'étudiants francophones hors du Québec, ça revient sans cesse quand on parle d'éducation post-secondaire en milieu minoritaire. Selon le rapport, seulement 2 % de la population étudiante effectue des études en français à l'extérieur du Québec. Qu'est-ce qui peut être fait de plus pour augmenter ce nombre-là? Deux choses, à mon avis. D'abord, cibler la population étudiante en immersion, donc qui présentement fréquente les écoles secondaires en immersion et qui pourrait venir grossir les rangs des institutions postsecondaires. Ça, je pense que c'est crucial. Déjà, c'est important là, en termes de pourcentage, par exemple, pour une institution comme le campus Saint-Jean. Et l'autre idée, moi, à mon avis, et c'est dans le rapport également, celle des partenariats. C'est-à-dire qu'on n'a peut-être pas besoin d'une maîtrise en sciences politiques dans chacune des institutions postsecondaires, mais peut-être que certaines peuvent l'offrir et par la suite, on peut essayer de développer des partenariats pour avoir peut-être des transferts d'étudiants francophones d'une province à l'autre et donc de grossir, je pense, le noyau, notamment en ce qui concerne la recherche au deuxième cycle. Ouais. C'est tout le temps qu'on a, malheureusement, pour traiter de ce nouveau rapport qui a été présenté la semaine dernière concernant les institutions, le financement des institutions postsecondaires en milieu minoritaire. On aura certainement l'occasion de s'en reparler. Tom, Nathalie et Frédéric, je vous remercie beaucoup. Ça complète le temps qu'on a pour cette semaine. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce lundi 31 octobre sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.